La mécanique paraît bien huilée, mais sa vie ne tient pourtant plus qu'à un fil. Ce métier à tisser mécanique est le tout dernier de ce type encore en activité à la Croix-Rousse. Toujours vaillant, malgré ses 70 ans et les stigmates du temps qui ne l'ont pas épargné. Le montage aujourd'hui est complètement usé, donc il faut absolument tout reprendre, tout refaire, refaire à l'identique bien sûr, et sinon bien, la machine ne pourra plus fonctionner. Pour combattre l'ouvrage du temps, le devis est lourd. 14 000 € pour refaire à neuf la chaîne et le harnais, ces fils d'arcade qu'on change tous les 10 ans dans l'industrie textile. Ceux-là sont d'origine, installés par les premiers propriétaires, la famille. Les bénévoles de Soieries Vivantes savent bien sûr les réparer. Mais là, il s'agit d'une grande révision à ne confier qu'à des mains expertes. Un métier en voie d'extinction, alors il y a urgence. On vient d'apprendre que quelqu'un reprenait ce métier, et ça c'est vraiment une excellente nouvelle, mais à peine s'est-il installé que son carnet de commandes est déjà archi plein.
L'histoire de Lyon et celle de la soie sont intimement liées. Dans la capitale des Gaules, le commerce de la soie connut son heure de gloire du XVIIe au XIXe siècle. Avec leurs quelques 120 000 métiers à tisser, les ouvriers de la soie, autrement nommés canuts, portaient alors l'économie de la ville. La technologie a évolué et aujourd'hui, Lyon reste un pôle d'excellence en matière de production de textiles. Sur la colline de la Croix-Rousse, la Maison des Canuts est un lieu de mémoire vivante qui présente le matériel et le savoir-faire des tisseurs. Donc là, en fait, je vais tisser sur un métier à tisser équipé d'une mécanique de façonner pour tisser un tissu broché. Le brochet se tisse à l'envers. Donc là, on voit l'envers du tissu. Donc là, je vais tisser le motif. Là, je tisse le brochet, donc ça veut dire toutes les petites couleurs qu'il y a dans le motif. À l'aide des boîtes à brocher. Donc c'est ces petites boîtes à brocher dans lesquelles il y a un espolin, c'est une bobine sur laquelle on a enroulé les fils de trame. Voilà, là je vais tisser le fond du tissu avec la grosse navette qui est sur le côté. Je tasse ce qui a été tissé avant. Avec le lance-navette, je lance la trame de fond. Maintenant, avec les petites boîtes à brocher, je viens tisser le motif. Donc là, c'est couleur par couleur. Tout à la main, on passe les petites boîtes à brocher. Donc la trame, c'est le fil qui passe au travers des fils de chaîne. Les fils de chaîne, c'est les fils qui sont tendus devant le métier, qui viennent du gros rouleau dent souple. Et la sélection des fils de chaîne, elle est faite par la mécanique jacquard qui marche avec des cartes perforées. Ce sont les perforations du carton qui vont programmer la levée individuelle des fils de chaîne. Donc le tisseur, il n'a pas à se soucier de quels fils vont se lever. Il appuie sur la marche, certains fils se lèvent, il a juste à se rappeler quelle couleur il doit passer en dessous des fils de chaîne qui sont sélectionnés. L'invention de Jacquard, donc du système de mécanique avec les cartes perforées, ça date de 1804. Jacquard, c'était un Lyonnais. Et après, l'invention de Jacquard, elle a fait le tour du monde. Maintenant, dans tous les pays où il y a de l'industrie de tissage, on retrouve des métiers jacquard, dits jacquard. Et évidemment, c'est beaucoup plus moderne. Maintenant, les cartes perforées en papier sont devenues des disquettes informatiques. C'est carrément des ordinateurs maintenant qui programment.
et imprime des foulards en soie. Voilà, avec le procédé d'impression à la lyonnaise, l'impression au cadre plat. D'accord. Donc, Alors, vous avez un masque et oui, j'ai un cadre d'impression par couleur. par couleur. D'accord. Un peu comme les estampes. Oui, donc là, ce cadre me sert à faire le bleu, le fond bleu. Ouais. Ici. Voilà, puis il nous en reste un dernier pour faire l'encadrement. D'accord. C'est un dessin de 10 couleurs, donc on a 10 cadres, 10 cadres d'impression. C'est très minutieux. Un petit peu, oui. Oui. Et là, c'est pour faire des foulards, ça? Ouais, on fait que des foulards. Là. On fait que du foulard. Et donc là au mur, vous avez l'évolution de l'impression. Le dessin, enfin l'impression finale. Voilà. C'est plus nouveau, hein? Ouais, donc l'atelier, on est là depuis 27 ans, donc Ouais. on imprime, on a une véritable production. Et puis voilà, parallèlement à ça, on est ouvert au public, quoi. Donc on travaille beaucoup avec le tourisme. Vous vendez aussi dans les boutiques ou bien juste uniquement ici? On a d'autres boutiques sur Lyon. C'est des éditions spéciales, un dessin particulier, des choses, Bien sûr. Bonjour. Pardon. Non, mais je voulais que je vous montre les outils. Le procédé qu'on va utiliser, on va dire quand on va avoir le temps, parce que c'est un procédé qui peut être un peu long, c'est l'impression à l'indienne. Donc, c'est une technique qui va être apportée en France à la moitié du XVIIe siècle. D'accord. Et nous, on va utiliser des outils qui, pour les plus récents, ils vont dater des années 1920-1930. Et les plus vieux, c'est des blocs comme celui-ci, qui est un bloc qui a 180 ans, qui est sculpté à la main, au ciseau à bois. Là, on le voit, c'est un motif d'inspiration orientale. Hein. Donc ça, c'est la première couleur d'un motif qui est en 8 couleurs. On a donc 8 blocs d'impression. C'est vrai que les outils asiatiques, on va dire, qu'on va retrouver de Turquie jusqu'en Afghanistan, en Inde et autres, on va avoir des blocs qui sont de ce type-là. Ça, c'est un bloc qui a une dizaine d'années, qui n'est pas très très vieux, qui est sculpté à la main, donc avec un motif cachemire très classique. Et là, vous voyez que la partie qui est sur la droite, elle va se mettre dans celle qui est sur la gauche, et la partie qui est en haut, elle vient se loger dans celle du bas. Donc là, on va vraiment répéter un motif sur la longueur qu'on a décidé d'imprimer. Ça, c'est un bloc indien qui, comme je disais, n'est pas très vieux, qui a 10 ans, donc ça veut dire qu'en fait, ils utilisent toujours les mêmes matériaux depuis des centaines, voire des milliers d'années pour imprimer avec ces techniques-là. En Europe, on a des formats qui sont beaucoup plus grands. Alors, on le voit. Le bloc n'est pas fait de la même manière, il est fait avec différentes couches de bois qui sont collées les unes aux autres. On a une alternance entre une essence qui est dure, qui est dense, et une essence qui est plutôt poreuse et tendre. Sur les anciens, enfin même généralement, c'est des bois de fruitier. Ça va être du poirier qui est très dense. Et là, on a un tilleul qui est beaucoup plus poreux. Donc l'alternance de bois, elle a une utilité qui est purement technique. C'est-à-dire que, contrairement aux blocs justement indiens qui sont beaucoup plus petits, nous, il va falloir qu'on applique une pression et qu'on ne peut pas faire juste de manière manuelle. Là, on peut le faire parce que la surface est petite. Avec votre poids. En fait, il faut utiliser un outil. Cet outil, c'est un marteau d'impression. Donc, ça, c'est vraiment le système d'un tampon, hein, c'est-à-dire qu'on a, on a un encrier, voilà, quelque chose en laine, sur lequel on va verser la couleur. Après, on va enduire, hein, on va prendre la couleur. Ensuite, on va positionner à l'œil, donc c'est ça qui est difficile parce qu'on a une chance pour le faire correctement. Tac. Et ensuite, comme je disais, il faut appliquer une pression. Donc la pression, on la fait avec un outil, avec un marteau d'impression. Le marteau d'impression, c'est un marteau à particulier. C'est un poids en fonte, qui est assez lourd, avec un manche qui est rond. Parce que c'est pas avec ça qu'on imprime, c'est avec ça. En fait, le poids, il a pour vocation d'amplifier nos gestes qu'on va faire quand on va frapper sur le bloc. Donc on va tenir le bloc pour
pas qu'il saute. Et ensuite, on va imprimer. Donc, les différents bois, ils vont servir à absorber le choc, à le répartir. Comme ça, le bois, il casse pas. Si c'était un bloc de bois complet, on frapperait dessus et très rapidement, il se fendrait. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la technique de gravure traditionnelle qui est faite au ciseau à bois à la main. Après, on a aussi des choses qui sont exécutées avec du métal quand on va travailler sur des choses qui sont plus fines. Par exemple, pour un motif comme celui-ci, pour imprimer le contour, qui est très fin. Donc là, on est sur un motif en 4 couleurs. Et la première qu'on va imprimer, c'est le contour. Et on voit qu'il est fait avec des lames de métal qui sont incrustées dans le bois. Donc là, le graveur va dessiner le motif sur le bois. Il creuse à l'endroit où il a dessiné. Il découpe une lame de cuivre. Il tord la lame de cuivre et il l'incruste à l'intérieur du bois. Ça, c'est des techniques qui sont apparues en Europe au XVIIIe siècle. C'est des choses qui n'existent plus, à contrario, c'est des choses qui ont disparu, qu'on va retrouver dans d'autres pays, hein. Au Turkménistan, en Iran, en Inde, il y a encore des gens qui travaillent avec ces matériaux-là, quoi. Ici, on voit que c'est le bloc de placement, c'est la première qu'on va imprimer, et on le voit parce qu'elle a des pics en métal. Elle en a 1, 2 et 3. Il y en a un quatrième qui est caché à l'intérieur du motif. Le quatrième, il est caché juste ici. Là, juste à mon doigt, on voit qu'il y a un petit point qui est tout seul. Ce bloc-là, c'est le bloc qui va vous permettre de répéter le motif avec une régularité. On va bien le caler, en fait. C'est ça, ce qu'on appelle la mise au rapport. Donc, là, quand on va l'imprimer comme ça. Ensuite, on remonte, ensuite on se décale et on remonte. Donc, on imprime 1, 2 et 3 points. Le point en haut sert à placer le pic qui est en bas. Le point qui est caché là m'explique que celui-ci, je vais le mettre au dos du canard que je viens d'imprimer. Voilà. C'est très basique, mais ça fonctionne. Et avec ça, en fait, donc, on fait la régularité, la répétition, on fait le squelette du dessin. Et après, pour caler les couleurs à l'intérieur, on va se servir de la forme du bloc. Parce qu'en fait, les blocs, ils ont tous une forme unique. Là, si on regarde bien, on va voir qu'il y a une certaine partie du motif qui sont mises en avant vis-à-vis de la forme du bloc. Ici, on a un espace entre le bord du dessin et le bord du bloc, alors que là, vraiment, certaines formes sont sur le coin. Concrètement, on va pouvoir voir 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, hop là, et 5 points qui vont nous permettre visuellement de les caler à l'intérieur. Parce que c'est ce qu'on va voir. 1, 2, 3, 4 et 5. Chaque bloc en fait, et chaque motif a une forme unique, donc il y a une grille de lecture. Et par contre, il faut comprendre comment l'imprimer. C'est-à-dire qu'on est obligé d'essayer, de pratiquer, parce que c'est... Ça demande de la pratique. C'est ça, et c'est ce que je veux dire. En fait, même si vous lisez le motif, même si vous comprenez comment il marche, il n'y a que la pratique qui va... Il faut le sentir à l'usage. Il faut le sentir à l'usage. Donc après, bon voilà, c'est le même système, on a 2 autres couleurs qui vont à l'intérieur. Là, on va être sur une technique d'impression qui, en fait, qui est très charnelle et qui est très intéressante aussi parce que chaque impression qu'on va faire sera différente de la précédente et de la suivante. On va toujours avoir, dans la régularité du motif, des irrégularités qui vont apparaître. Petite variante, que ce soit, alors le placement, c'est encore ce qu'il y a de pire parce que c'est votre faute, mais il y a aussi la texture de la couleur, l'ancrage du bloc, la manière de frapper sur le bloc, tout ça va avoir une incidence sur l'impression. Ça fait une impression qui est très vivante. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est beaucoup plus complexe à faire avec ce qu'on fait au cadre, mais après, vous avez aussi un travail, vous voyez là, par exemple, je vais faire, toujours dans des choses qui vont être très fines. Là, on peut voir, si je touche, on entend, ça bouge. En fait, c'est la même plaque qui est répétée 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et pareil dans la verticalité. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc là, ça, c'est ce qu'on appelle une plombine. La plombine, c'est le nom de l'alliage de métaux qui est utilisé. Donc c'est un alliage de plomb, d'étain et d'antimoine. Ce qu'on utilisait pour faire toutes les lettres sur le système d'impression à l'ancienne, c'est de la plombine. Donc c'est la même chose. La seule différence, c'est que nous, on ne travaille pas en typo, on travaille en motif. Donc là, le graveur, il va créer un moule qui va couler avec le métal en fusion. Quand c'est froid, il va découper la forme avec un ciseau, puis ensuite, il va venir la clouer sur le bois.
Donc ça lui permet d'avoir une très grande régularité dans la répétition du motif. Ça, c'est des outils qui commencent à être assez lourds, hein, parce que ça se manipule à une main. L'autre, elle sert à centrer, à caler, quoi, parce que là, ça se manipule comme ça. Là, on a quand même 4 couches de bois, puis une couche de plomb. C'est lourd. C'est très la lourd. muscu, là. Ah, ouais, c'est vrai. Donc, après, là, dans la pièce, on en a quelque chose comme 500 des blocs. Dans le stock, on en a quelque chose comme 13 000. Donc on a un énorme stock, qui est un stock d'époque. Ce que je veux dire, c'est que la grande majorité des blocs qu'on a, ils datent majoritairement des années 1900-1930. 1930, c'est les plus vieux qu'on ait. Ouais. Et après, on a des motifs qui ont 120, 130, 150, 180 ans. Quoi. D'accord. Donc on a pas mal de boulot, hein, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de catalogue de référence. Moi, je l'ai fait au fur et à mesure, hein, quand j'ai un peu le temps. J'essaie de faire un catalogue. Il faut bien vous dire que je vais dans le stock, c'est des piles de blocs qui sont rassemblés avec des petites cordes. Ouais. Donc, il y a 90-100 ans de poussière dessus. Il faut découper la petite corde, il faut laver tous les machins, réussir à comprendre comment les caler. Donc moi, je m'entraîne sur le coton. Après, généralement, je fais une empreinte papier. Et puis si le motif me plaît, je vais faire des empreintes. Je vais faire un motif sur de la soie. Ouais. Et je fais des très petits métrages. Je fais 1m80 par 90 et c'est tout. Vraiment, c'est des productions. Il y a c'est rien que je veux dire, très petite production. c'est très petite production et c'est toujours de la pièce unique, hein, c'est comme je dis. Après, on a plein de motifs différents. Je vous dis, ça, là, ce que vous avez là, c'est même pas 1% de ce qu'on a en termes de dessin. C'est très intéressant parce que ça date d'une époque où Lyon était une ville qui était beaucoup plus influente en termes de tissage, évidemment, mais aussi de dessin textile parce que ça va de pair, quoi. Ouais, ça va. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont très très différentes. Alors évidemment beaucoup du floral, hein, ça c'est toujours aussi un thème qui est très présent dans le dessin. Mais on a aussi, vous voyez là, des géométries un peu arabes, des motifs champêtres, de la géométrie un peu inattendue pour les années 20, des choses de ce genre-là, quoi. Les empreintes papier sont pas extraordinaires, parce que c'est vrai que c'est quand même mieux sur du tissu, mais bon. Le truc c'est que si je veux en faire sur du tissu ou sur des papiers qui sont lourds, ça va me coûter un bras. C'est sûr. Donc, du coup, je préfère faire des empreintes pour avoir une idée. Ça permet d'avoir une idée, oui, bien sûr. Là, par exemple, vous voyez que le bloc, il est fendu. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez l'utiliser, chaque empreinte, il y aura toujours ce défaut-là qui va se répéter systématiquement. Aujourd'hui, ça fait partie du motif. Nous, on ne les répare pas. Déjà parce qu'on ne saurait pas faire, mais en plus parce qu'on estime que quand on travaille avec des outils qui ont au minimum 90 ans, il faut garder leur personnalité. C'est ça, exactement. Et c'est vraiment c'est très très divers. Il y a des choses, des géométries qui ne sont pas forcément attendues. Il y a des motifs marins, par exemple, avec des petites trucs comme ça, des cachemires, des choses un peu comme de la toile de Jouy. Ah oui, la toile de Jouy. Ça y ressemble. Autant des choses très classiques, autant des motifs comme celui-ci avec des petites coccinelles, vous voyez, qui sont pas forcément, c'est pas forcément attendu, quoi. C'est des choses qu'on ne s'imaginerait pas. Là, vous voyez, on a quelque chose de très classique, plutôt indien, un petit motif avec des petites feuilles. Là, on est sur un motif plutôt africain. On a vraiment de tout, et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, c'est vraiment une chasse au trésor, quoi. On attend tout n'est pas intéressant, hein. Tout ce qui concerne des motifs de cravate avec des petits cercles, des petits carrés. Voilà. Mais par contre, quand je vois un truc comme ça, là, avec la petite cordelette et tout, je dis toi tu viens. Et, dernièrement, on a fait pas mal de celui-ci, là, en 2 couleurs, très basiques, des volutes de fumée. Celui-ci, le grand malheur, c'est qu'il me reste une planche sur les 6 planches. C'est marqué dessus qu'il y a 6 planches. Et là, je pense que ce motif-là, il doit être trop beau, mais je sais pas ce qu'il en reste. Ça, par exemple, c'est un motif des années 10-20. Ça, vous attendez pas ça des années 10-20. Non, effectivement. C'est très étonnant, quoi. Des motifs de feuilles, vous voyez. Ça aussi, c'est très très beau. On en a fait pas mal, ça, ces derniers temps, celui-ci, en 4 couleurs. Très très belle géométrie. Des petits cachemires petits. C'est une richesse infinie, presque. Ça, on a essayé, mais ça, c'est pas facile. Là, vous voyez, dans les choses qu'on n'attend pas forcément, là, on a des petits pirates qui montent sur les cordages, qui tirent avec les canons, vous voyez, qui sont en train de manipuler les mains. Il y a des choses de ce type-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que nécessairement, nous, on a des colorants, des choses qui n'étaient pas forcément existantes à l'époque, donc on revisite les motifs avec des colorants et des coloris qui sont modernes. C'est vachement intéressant. Ça, par exemple, c'est aussi fait partie des derniers que j'ai ramenés aussi.
Motif très classique, ça c'est très beau, c'est très pur. Ouais, c'est... Ça marche vachement bien, fait par main aussi. Moi je cherche plutôt les motifs couvrants, hein, qui sont assez larges, et des petits trucs, ça m'intéresse moins. Et ça pète aux yeux, quoi. C'est super. Ça accroche. Ça on en a fait un peu aussi, c'est assez joli. Très classique, on les a fait en bleu et rose, avec des bleus très forts, c'est très beau. Ah oui. Et là par exemple, en fait on a toute l'essence du truc, c'est-à-dire que là on imprime des rectangles, donc c'est très basique, et pour autant chaque rectangle est unique. Là on voit que l'angle est légèrement cassé. À des endroits, on a là une fente dans le truc. Il y a des surplus, il y a des manques. Donc c'est-à-dire que même sur une forme qui est très classique, on a déjà quelque chose qui est très vivant, On quoi. fait des variations C'est ça. très nombreuses. Vous voyez là, une espèce de groseille, et tout, enfin tout comme les grenades, et les tulipes, là. Des grappes de vin, évidemment. Les fleurs, enfin vous voyez, ça aussi c'est dans les derniers qu'on a sortis là. C'est très basique, très peu de couleurs, mais il est vraiment assez joli, on dirait un peu des fleurs de monoï. Trois couleurs celui-là. Ça c'est un motif avec un rapport, donc avec une répétition régulière, puis après vous avez les motifs placés. Donc les motifs placés, c'est que vous allez juste faire un truc sur un format très particulier. Là en bloc on peut avoir des choses qui sont beaucoup plus techniques, avec beaucoup plus de couleurs, avec vous voyez ça par exemple, c'est une impression placée qui est faite au bloc. Donc ça c'est fait avec la même technique. Ah oui. Là vous voyez le boulot qui est fait sur les bleus, C'est c'est hallucinant, ouais. c'est d'une beauté, c'est incroyable. Ça c'est une pièce qui est faite pour mettre au-dessus d'une cheminée ou quelque chose comme ça, si je me souviens bien. C'est du bloc, c'est tout sculpté à la main, machin et autres. Là je crois qu'il y a 36 couleurs. Là ça commence à être on est sur des motifs qui sont très complexes. Ouais. Après pour autant, vous voyez, on peut avoir... ça c'est du bloc aussi. Mais là c'est fait pour la confection. Généralement vous voyez on a moins de couleurs. Ça c'est un motif en 6 couleurs. Ça date des années 1860. On le voit aussi parce que c'est des couleurs qui n'existent pas 100 ans avant. La chimie textile, elle a fait des progrès. Sortir un pourpre comme ça 100 ans auparavant, c'est pas possible. Là, ce qui est très beau pour une impression au bloc comme celle-là, c'est la qualité de l'impression. C'est-à-dire qu'on voit pas les raccords. On a des couleurs qui sont très intenses. Ça, c'est un travail d'exception. Il y a très peu de gens qui ont fait des choses qui sont aussi belles. C'est les années 1860. Vous voyez, par exemple au 18e, ça c'est une robe paysanne qui est imprimée entre 1750 et 1775. Peu de couleurs. Là par exemple on voit que le placement il n'est pas foufou, hein, le rouge il n'est pas exactement à l'intérieur. On voit aussi que la régularité de l'impression n'est pas extraordinaire. Le bleu, il n'y a pas un bel aplat. On voit qu'il est un peu vaporeux, pas top. Là par exemple c'est exactement la même époque, mais on est sur quelque chose de plus luxueux. On a un fond, le marron, on a plus de couleurs, il y a plus de détails. En fait, quand c'est arrivé, ça a démocratisé le motif, et il y en avait pour toutes les bourses. 17e, 18e, on a des paysans qui portent des motifs qui sont imprimés en Inde. C'est extrêmement exotique, ça crée un très grand engouement. Tout le monde va en avoir. Tout le monde va en avoir. Les couleurs, moi je les cuisine. Hein, donc je les cuisine à la casserole. Donc moi je travaille avec des colorants qui sont des colorants synthétiques. Je travaille avec des acides. Donc, les acides c'est particulièrement propice à être imprimé sur de la soie, sur de la laine, sur du polyamide. Et en gros c'est une poudre que je vais faire avec différents produits. Quand je cuisine c'est de la chimie que je fais, ni plus ni moins. Et le liquide que je vais préparer, qui est très concentré en couleur, je vais venir teinter un épaississant naturel avec. Donc l'épaississant naturel, c'est pareil, je le brasse. Ce que vous avez là, c'est de la gomme de goire. Donc le goire, c'est extrait de la graine du haricot de goire, qui est essentiellement cultivé en Inde. En fait, nous, quand je vous ai montré les planches, je vous ai parlé des planches, mais on a ramené le procédé. Mais quand on a ramené le procédé, on a fait de l'espionnage industriel, c'est-à-dire qu'on a volé les techniques, on a volé les matériaux. Le goire, on l'utilise encore aujourd'hui, nous, dans l'alimentaire, hein, c'est-à-dire que ça, vous en avez dans les bonbons, dans les glaces, dans les médicaments, c'est très souvent, c'est un agent de texture. Et nous, en l'occurrence, si c'est là en Europe, c'est parce qu'on l'a ramené à cause du textile. Ce que je veux dire, c'est toujours pareil. En fait, le textile, c'est un point de départ qui après a rayonné sur plein d'autres choses. Et le goire, donc effectivement, c'est ce qui va me permettre de donner une texture à la couleur, puisque je travaille avec ce qu'on appelle des pâtes d'impression.
La pâte d'impression, on le voit, c'est une couleur qui a une certaine viscosité. Là, on voit que c'est un bleu. On ne peut pas travailler avec une couleur qui est liquide, parce que si la couleur elle est liquide, quand elle va rentrer dans le tissu, elle va fuser, elle va éclater, hein, donc on va perdre la précision de l'impression. On doit travailler avec cette gomme qui va stopper la progression de la couleur quand elle rentre dans le tissu. C'est ce qui me permet d'être précis. Donc, au final, moi je cuisine 16 couleurs différentes. Donc ça, je les cuisine au gramme près, c'est toujours la même chose. Et à partir des 16 couleurs, on va créer tous les assemblages. Tous les assemblages, on va les faire avec une série de mesures, parce qu'on doit être capable de reproduire les couleurs. Identique tout le temps. Donc moi, je travaille à la fraction de litre. Donc là, on a un 1024e de litre, un 512e de litre, un 256e de litre, un 128e et ainsi de suite. C'est une suite mathématique. Et ça va tout simplement me permettre d'avoir une régularité dans la reproduction des couleurs. Après, dès qu'on va travailler, c'est comme quand en cuisine, on va créer des fiches de recettes avec, ici, la quantité de goire pure qu'on va utiliser, qui va nous servir à diluer les couleurs. On ne peut pas utiliser de l'eau, sinon ça va devenir de l'eau. Et après, on a la quantité de colorant qui est mise à l'intérieur. Donc là, par exemple, le motif qu'on imprime avec les oiseaux, c'est celui-ci. Donc là, je devais faire... Qu'est-ce que je devais faire? Non, c'est pas ça que je devais faire. Mais je crois qu'il n'a pas fait la liste. Attends, il faut que je refasse la liste. Alors, je vais faire la couleur de fond. Un quart. Là. Au revoir. Un quart NFL et un quart noir. Bon, là, on va travailler sur une couleur qui est très forte. On travaille avec que des colorants purs, donc on n'utilise pas de diluant. J'utilise mon goire comme colle. Tac. Et ensuite, on va assembler les couleurs directement dans le pot. Donc là, on met un bleu gris, un bleu foncé. On va avoir un bleu qui est fort, le différent il est où? Que j'imprime, on ne peut pas croire ce qu'on imprime. En fait, comme beaucoup d'impressions ou de teintures qu'on fait sur des textiles, il faut fixer la couleur, qui est la base. Et quand on fixe la couleur, elle va toujours changer. Donc les couleurs, généralement, elles deviennent plus claires, mais elles deviennent aussi plus intenses. Ça, il faut le savoir. Mais par exemple, là, si je regarde celui-là, en fait, quand on le regarde, ça ressemble à du violet. Et en fait, quand ça va sortir du fixage, c'est un bleu. Donc moi, mon métier, en fait, concrètement, c'est d'imaginer un mélange qui est censé ressembler à une couleur après la fixation. Mémoriser surtout ce que ça va De carte. Ouais. Après, c'est un ajustement. La complexité, c'est aussi que ces teintes qu'on utilise, c'est des teintes qui sont à base d'eau. Hein, donc ça a vraiment un fonctionnement qui est similaire à l'aquarelle. C'est-à-dire que si vous imprimez artiste, et en fait quand on va reproduire des toiles, ben, c'est pas pour un coup de pinceau, si vous avez dû séparer les différents bleus, à certains endroits on va surimprimer des couleurs les unes sur les autres, en fait on va élargir la palette de couleurs. Mais moi il faut que j'imagine des couleurs qui superpositionnées, fixées, vous donnent ce que vous cherchez. Arriver au résultat. C'est ça. Donc là, vous voyez par exemple ce mélange qu'on vient de faire, on est sur un bleu-gris. Excusez-moi, je vais aller chercher le cadrement du motif. Donc c'est une toile en terre gale qui est gravée à la lumière, avec une gravure, ce qu'on appelle une photogravure, qui est un procédé qui a été créé par les frères Lumière entre les années 1920 et 1930. C'est ce qui va faire rentrer la sérigraphie dans l'ère moderne, parce qu'en fait c'est une technique assez ancienne. En couleur du motif, chaque couleur du tout ce qu'il a mis en rouge ou en noir, c'est tout ce qu'il veut garder ouvert sur la toile.
Et après, en chambre noire, il enduit la toile avec une émulsion photosensible, une sorte de gélatine. Quand on l'expose à la lumière, la gélatine, elle devient dure. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va positionner son négatif à l'endroit où il veut faire la gravure et il va projeter une lumière au travers. Donc toutes les parties qui sont dans la transparence, la lumière, elle fait réagir le produit. Au revoir. La lumière fait réagir le produit qui va se durcir et devenir imperméable. Et tout ce qu'il a protégé avec le rouge ou avec le noir, comme la lumière ne passe pas, le produit derrière, il ne réagit pas. Donc une fois que la gravure elle est faite, il enlève le film et il lave. Quand il va laver, tout ce qui était protégé par le rouge ou par le noir s'en va et on obtient la partie qu'on va imprimer. C'est des gravures qui sont très précises parce que c'est la lumière qui fait le travail. Donc le moindre point qu'on met là-dessus, aussi petit soit-il, il va apparaître sur la gravure et il va apparaître sur l'impression. Ça permet de faire c'est des gravures qui sont à la fois très précises et aussi très résistantes. Nous, les plus vieux dessins qu'on possède, c'est des dessins qui datent des années 50. Donc on est sur des cadres en bois et en soie et on peut toujours les imprimer. On les a imprimés il y a 4 ans avec des cadres pour 70 ans, plus de 70 ans. Et il fonctionne toujours. Pour caler le cadre, on va utiliser un système très simple. On a une petite encoche qui est juste là. Et l'encoche, on va venir la mettre sur les clous qui sont le long de la table. Ça va nous permettre de positionner. Et donc nous, on applique le pochoir directement sur le tissu. Voilà, comme ça. Et on va imprimer avec un rack, une règle. Donc voilà, on va avoir une lame en caoutchouc qui est un peu flexible, qui est biseautée quand même, qui est un peu pointue. Et ça va nous permettre tout simplement de pousser la couleur avec une régularité sur toute la surface du cadre. Donc d'imprimer la même quantité de couleur de partout. C'est vrai que chez nous, on fait de l'accessoire, et quand on fait de l'accessoire, il y a une chose qui est particulière, c'est que la couleur, elle doit passer au travers du tissu. C'est-à-dire que l'intensité doit être la même des deux côtés. Ici, on travaille sur un tissu qui est léger. On a une mousseline de soie avec un satin de soie. Donc, on imprime juste une fois la couleur et ça passe. Sur un tissu qui est plus lourd, on peut imprimer 2, 3, 4 fois la couleur pour que ça passe. Sur un mélange de cachemire et de soie qui est super épais, par exemple, c'est 4 fois. Vous voyez, on va verser le colorant dans le cadre. On a à côté aussi. La réserve. Ouais. C'est encore fier. Et on imprime. Une fois c'est suffisant. Pour imprimer, donc, je vais évidemment imprimer. Donc là, la couleur présentement, elle ressemble à un noir, elle est très profonde, mais on l'a vu, c'est un bleu pétrole, un bleu gris, quoi. Voilà, donc le processus de fixation des couleurs, c'est en 2 temps. La première étape, c'est on déroule la pièce de soie, on la suspend dans une cuve et on la fait cuire à la vapeur. À la chaleur, ça va créer une réaction chimique qui va fixer le colorant dans la fibre. Présentement, si vous mettez de l'eau là-dessus, ça s'en va. Là, la couleur, elle est juste une elle n'est pas fixe. Et ensuite, la gomme qu'on met dans les couleurs, donc c'est une gomme naturelle, vous voyez, qui permet de donner une texture à la couleur qui fait que quand elle va rentrer dans le tissage, elle va être stoppée par la gomme. Sinon, vous n'imprimez que des taches en gros. Si vous imprimez quelque chose de liquide, ça rentre. Donc du coup, une fois qu'on a fixé la couleur, ce qu'on fait, c'est qu'il faut enlever la gomme pour retrouver la souplesse du tissu. La gomme, elle va vraiment déliquifier. Et alors, il faut savoir que quand on fixe la couleur, elle va changer une première fois avec la chaleur. Et ensuite, quand on lave le tissu, parce qu'on va laver le tissu pour dissoudre la gomme, on a toujours une partie de la couleur qui s'en va avec la gomme, donc elle va changer une deuxième fois. Donc la couleur qu'on voit n'est pas la couleur définitive, n'est pas la vraie couleur. Les couleurs précises, c'est pas évident, alors. Pardon ? J'aurais voté que ça. Donc
machine avec une recette qu'on va suivre. Donc on a 16 bases, 16 colorants de mer, à partir desquels on va faire tous les autres mélanges. Et tous les mélanges, on va les créer, on va les noter. Les mélanges sont faits avec un système de mesure. Notamment parce que c'est ce que je vous ai expliqué. Quand vous travaillez pour un client, on va faire différents échantillons. Donc on va se mettre d'accord sur les couleurs. On va régulier parce que c'est pas très simple aussi. Après, vous avez ce qu'on appelle la qualité de la soie, qui est peut-être une bonne ou une mauvaise qualité. La qualité, c'est l'épaisseur du tissage. Là, on est sur des tissages qui sont relativement légers. Voilà, deux motifs qui passent à l'intérieur, qui met une palette de couleurs. Le truc est protégé par la peinture. Et donc, une fois qu'on a fait la gravure, on va enlever le film et on va laver. Et quand on va laver, tout ce qui était protégé s'en va et on va obtenir la partie qu'on a imprimée. Donc, c'est très très fin parce que c'est la lumière qui fait le boulot. C'est-à-dire que voilà, c'est pour ça qu'on peut avoir. Hermès, ils font exactement la même chose, c'est-à-dire une impression à la lyonnaise. À la lyonnaise, c'est peut-être d'avoir une grande table sur laquelle. Hermès à la base, c'est des celliers, donc c'est des celliers qui sont basés sur Paris. Par contre, quand ils ont commencé à faire du carré à soie, donc le premier carré à soie qu'ils ont fait, c'est 1937. Ils sont venus sur Lyon parce que c'est là que vous avez le savoir-faire et les influences. En fait, depuis 1937, ils sont toujours sur Lyon. C'est juste comme ça, au moins une dizaine d'années, Lyon, c'est celui qui fait les créations des impressions les plus complexes. Et après, on a un deuxième. On va venir tous en même temps. Mais Et ensuite, on va paner le velours, c'est-à-dire qu'avec une brosse qui est chauffée, on va passer sur les poils qui sont tout droits du velours, et la chaleur va les faire se coucher et devenir très doux et très brillant. Et nous, à ce moment-là, on va cuisiner des couleurs pour venir appliquer au pinceau. Et c'est des couleurs qui sont liquides parce qu'on doit atteindre le cœur de la fibre. Donc c'est très long à faire, en fait, c'est ça qui est très doux. Parce que vous devez prendre un peu de couleur, appliquer, prendre un peu de couleur, appliquer. Vous ne pouvez pas en mettre beaucoup parce que sinon, par capillarité, ça va rayonner, ça va toucher les... C'est un travail qui est de très longue haleine. On n'est plus très nombreux, on est deux à faire ça dans la région, ce qui est pas énorme. C'est un tissage qui est assez rare. Et la particularité, c'est que nous, effectivement, on utilise des cartes à points anciennes, c'est-à-dire encore en papier, perforé, adaptées sur des mécaniques nouvelles. Plus celles qui sont faites à la main, évidemment. Ça existe encore. Là, sur le plateau, vous avez la maison Tassinari et Châtel, vous avez la maison Prel aussi, qui sont intramuros, qui continuent à faire ces tissages-là avec des mécaniques à la main, avec les archives d'époque et ainsi de suite. C'est des tissages qui sont vraiment d'exception. Ça, vous pouvez en acheter vous-même. Le mètre, il va coûter, pour les simples, ça va coûter 600-700 € du mètre. Après, pour les choses complexes, ça peut atteindre 20 000 €. Mais c'est des tissages qui sont vraiment d'exception. La Maison Blanche, par exemple, c'est Tassinari et Châtel qui fait les décors, le tissage qui est sur les murs. C'est des tissages d'exception. C'est des très petites productions, c'est des choses qui sont d'exception. merci beaucoup. Oui, écoutez, moi je m'appelle Gabriel. Dans l'atelier, je vais avoir deux fonctions, puisque je suis le coloriste et l'imprimeur. Voilà. Je suis la personne qui prépare, cuisine le mélange des couleurs et qui va tendre et imprimer le tissu. Depuis 7 ans maintenant. Je suis un autodidacte. J'ai appris sur le tas. Je ne suis pas imprimeur de formation. J'ai appris en faisant. Merci beaucoup. Oui.